See the money won't stay for you. Getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Living in a big house. I don't mind. Me and this is the one that was supposed to make it money. Alright. Greenback Boogie. Bonjour et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous juridique, mais pas que, vous le savez maintenant, à presque 100 émissions déjà. Mais ce que vous êtes sûr maintenant, et nous aussi on est sûr, c'est que vous allez passer un bon moment, surtout aujourd'hui pour cette saison 11 avec notre super invité du jour, qui s'appelle Jane Ferré et qui est executive coach. Bonjour Jane, comment vas-tu? Bah, très bien, merci. Et merci à vous pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Eh ben on est ravis de t'avoir aussi, d'ailleurs, tu es en duplex d'Angleterre, hein, c'est bien ça. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, excusez mes erreurs en français. Je vais essayer de parler en français, mais Non, mais on apprécie énormément que tu fasses l'effort, Jane, de parler en français. Mais tu parles un français merveilleux et ça donne un côté exotique à l'émission. Donc, merci infiniment. ah, mais merci. De temps en temps, je vais dire les mots en anglais et Pierre va traduire, je suis sûre. Merci en tout cas, Jane, d'être là. Et comme vous avez déjà pu le constater, je ne suis pas seule et vous le savez maintenant, puisque Pierre, on t'a déjà entendu justement dans ce podcast, notre master du leadership, tu es là avec moi aujourd'hui et évidemment avec notre grande prêtresse de la prise de parole en public, j'ai nommé Lindia Le Sauvage. Donc merci à tous les deux d'être là, parce qu'évidemment, ce n'est pas pareil si on n'est pas tous les trois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez me dire déjà, un, comment ça va, et deux, de quoi vous allez nous parler tout à l'heure pour vos chroniques respectives? Alors, ben, merci, ça va très bien, Audrey. Bonjour à tous, ravie d'avoir Jane sur le plateau qui traverse l'océan, enfin la Manche, pour être avec nous aujourd'hui. Et le sujet de ma chronique aujourd'hui, Audrey, ça sera le non-verbal, ce que le cerveau perçoit avant les mots, toujours avec l'éclairage de la neuroscience. Comme vous le savez, cette saison, je suis allée un peu interroger les neurosciences qui nous racontent tellement de choses. Voilà. Et on a hâte d'entendre cette chronique. Merci, Lydia. Et toi, Pierre, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, je vais très très bien, surtout que nous accueillons Jane et spoiler alert, avec Jane, on se connaît depuis 1992. Et si vous êtes sage, à la fin de l'émission, on vous dira exactement comment on s'est rencontrés. C'est en 1992, il faut rester jusqu'au bout pour savoir. Et ma chronique, je vais parler du rôle du juriste dans la gestion de crise. Eh ben, hâte aussi d'y être. Merci beaucoup, Pierre. On va tout de suite lancer l'interview pour toi, Jane, sur le thème aujourd'hui qui est donc virer, pourquoi tu vas adorer ce qui t'arrive maintenant. Avant que tu te présentes, peut-être que tu peux nous dire le message que tu veux faire passer, Jane, sur cette thématique assez particulière. Ah ouais, en fait, quand on est viré, on croit que c'est le fin du monde, en fait, mais c'est pas comme ça de tout. Ça peut être comme ça si tu penses que c'est le fin du monde, mais aussi ça ouvre, en fait, ça ouvre les portes, c'est le début d'un nouveau chapitre dans la vie. Donc, c'est un peu de mindset, c'est qu'est-ce qui arrive prochainement, en fait. Bah, déjà, merci pour ce premier message extrêmement positif pour le coup et enthousiaste. On a hâte d'en savoir plus. Et justement, j'ai une première question pour toi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ah oui, bien sûr. Mais en fait, maintenant, comme Audrey a dit, je suis executive coach. Mais en fait, j'ai passé plus que 20 ans dans le monde de ressources humaines, surtout pour British Airways. Donc, j'ai fait plusieurs rôles là-bas. Et c'était en 2018, j'étais virée, pas virée, mais comment on dit euh, C'était un plan Licencié. social, Ah, ouais, c'est ça. licenciement économique. C'est ça, c'est ça. Et en fait, pour moi, j'ai pensé que c'est vraiment du karma parce que en fait, c'est moi qui a organisé tout ça pour un centaine de gens, en fait. Donc, ça va arriver à moi à un journée. Donc, j'ai toujours pensé dans ma tête que je vais partir avec ça. Et 8 mois après, ça m'arrivait encore. Je travaille pour une compagnie des restos fast-food qui s'appelle Léon.
Et j'ai commencé en mai et 3 semaines avant Noël, la même chose m'est arrivé. Donc, la deuxième fois, c'était vraiment une surprise. Première fois, non. Et donc, ben, c'est maintenant, après ça, j'ai pensé, OK, bon, je vais faire mon entreprise à moi. Donc, je prends contrôle de ma vie et, avec mon compagnie de executive coaching. Et c'est ça que je fais maintenant. Et surtout, c'est les gens qui soit ils ont fini un boulot ou ils sont dans un boulot et ils pensent que est-ce que c'est ça? Je suis pas content, je veux changer la vie, mais je sais pas où, où je peux commencer ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire ça. Et donc, je les aide avec ça. Alors, on va commencer peut-être par le commencement, parce que tu pourrais te dire, les gens, ils partent d'une entreprise, alors c'est simple, quand ils vont pour un autre job, c'est simple. Mais parfois, ils démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis, parfois, effectivement, ils sont licenciés, soit parce qu'ils ont fait une faute, soit, et c'est plutôt ce qu'on vise ici aussi, c'est le licenciement parce qu'il y a des changements économiques dans l'entreprise, hein. C'est ce qui t'est arrivé 2 fois. Et donc, il y a une restructuration, et ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que tu dois partir. Et Ouais. du coup, c'est quoi un peu la différence entre démission et licenciement? Mais en fait, démissionner, c'est votre choix. En fait, c'est vous qui décidez. OK, moi, je vais partir, j'ai un autre boulot où je vais prendre le retraite. C'est mon choix à moi. Mais d'être licencié, ce n'est pas. En fait, c'est le changement qui vous arrive et c'est ça qu'on ne peut pas contrôler des fois. OK. Et c'est ça les différences. Et en fait, c'est le changement. Vous le pouvez, comment dire, le change, le changement, ça arrive à Ouais. nous. Et mais après, c'est le transition qui est intérieur, qui se passe dans votre esprit pendant que vous traversez le changement. Donc, c'est un peu différent, mais c'est le change. On dit en anglais, on dit le change versus transition. Donc, le changement, ça arrive vite. Transition, c'est plus lente, en fait. L'India, je crois que c'est toi. Enfin, j'en suis Ah même sûr. oui, pardon, mais j'attendais la suite, Jane, excuse-moi. Mais la suite, elle arrive en fait. C'est du direct, c'est du direct. Et ben voilà, c'est du direct. Je pense que si dans la préparation de l'émission, on l'avait vu, on dirait que les gens essayent aussi de faire face à cette perte de statut aussi. C'est ce que tu voulais nous raconter, je crois. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est une perte, mais à plusieurs niveaux. Donc, c'est la perte de l'emploi, le salaire, la routine pendant toutes les journées. Et en fait, l'objectif, on a on dit un purpose dans la vie et surtout un statut dans la vie et dans la société avec des amis. Donc, par exemple, à moi, j'étais Jane qui était gestion des talents chez British Airways et quand je suis allée dans les trucs de networking, tout ça, il y avait tout le monde qui voulait me parler. Et quand j'étais pas là, en fait, ils voulaient pas me parler parce que bon, j'étais aucune valeur à eux. Ils pouvaient pas me vendre des programmes, tout ça. Donc, c'est vraiment un changement de statut et c'est ça qui est très difficile pour les gens. À mon avis, mon expérience, c'est ça. Et tu voyageais en quelle classe quand tu étais Head of Talent chez British Airways et après? Ah mais C'est ça aussi. nous avons voyagé en première classe. Grâce N'est-ce à Jane, pas? j'ai voyagé en première classe sur British Airways à la Et belle après, il y a eu un changement de fauteuil, Jane, alors, c'est ça? Bah après, Jane, elle s'est mise à tourner à droite dans l'avion, plus à gauche. C'est ça aussi qui est difficile, Jane, il faut le dire. Mais c'est ça les pires là. C'est horrible. Mais non, mais par contre, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose et je me souviens plus si on en parle après ou pas. Mais au moment où tu n'as plus ce statut, et donc tu n'es plus bankable, comme on dirait dans le cinéma, c'est à ce Ouais, ouais. moment-là souvent que les gens disent, bon, mais il faut que je fasse du network. Mais en fait, à ce moment-là, tu n'intéresses plus personne. Parce que les gens se Exactement. disent, oh là là, elle n'a pas de job, elle va vouloir que je suis. Donc en fait, on en a parlé
centaines de fois avec Audrey, ici, ailleurs, au Salon des transferts du droit. Je pense que tu es d'accord avec moi, Audrey, mais le network, je vous en prie, quand vous êtes en poste, pas après. Anyway, c'est une petite Ouais, parenthèse. Totalement ouais, c'est d'accord. ça. On le répétera jamais assez. Et Et ben en fait, c'est une phrase qu'on dit en anglais, en anglais, c'est You need to put your network in place when you don't need it, so it's in place when you do. Ça veut dire qu'il faut construire le network quand on n'a pas besoin. Donc, le network est là quand on a besoin. Donc, c'est ça. Exactement. Et les gens, et surtout les gens de ressources humaines, ça c'est beaucoup de My Network, ils font pas ça. C'est le moment qu'ils n'ont plus un job qui disent oh mais il faut que je C'est commence la à même faire le chose chez les networking. juristes. oui. Ouais, c'est trop tard. En fait, c'est jamais trop tard, mais Plus compliqué. c'est plus Et compliqué, oui, c'est plus difficile, ça prend plus de temps et les gens savent que maintenant tu commences à me parler parce que vous avez besoin de quelque chose. et il y a un bénéfice aussi quand on est en poste, c'est-à-dire que ça peut être aussi un réseau d'entraide. Nous, on le voit avec Pierre et le Fleet Network, et tous les juristes qui en font partie, ils s'entraident aussi, même quand ils sont en poste, justement. Et le nombre de personnes, moi, mais même à des postes de directeur juridique, parce que là, je connais plus le milieu du droit et des juristes, bon nombre me disent qu'ils n'ont pas le temps. Et Ouais. même des personnes avec un très beau poste, dans des très très belles structures, dont je tairai le nom, je me suis permise de leur dire, bah en fait, si tu devrais en fait prendre du temps. Voilà. Donc, je pense qu'on va en reparler même tout au long de cet échange, mais c'est important de mettre ça en place. Moi, j'ai une question pour toi, Jane. Tu nous as parlé de change versus transition. Comment on entame justement cette transition une fois qu'on a compris qu'on allait changer, qu'on change de statut? Comment on passe à la phase justement transition? Ben, en fait, pour moi, je suis pragmatique et moi, je commence toujours avec l'argent, ok, d'abord. Et la question pour moi, c'est pas la quantité d'argent. En fait, c'est combien de temps ça durera, en fait. Donc, parce que, en fait, pour moi, quand j'ai quitté British Airways, bon, mon argent durera 1 an, en fait. Non, mais c'est ça la question. Il faut être pragmatique parce qu'il faut payer les bills, quoi. Bon, calculez le coût de votre vie et je dis toujours, prenez le temps pour vous. Donc, il faut toujours avoir, c'est important de prendre un pause. En fait, et je me souviens que Pierre, nous sommes allés en première classe au Cap quand tu as quitté Yahoo. Et bon, et il y avait, comment dire, c'est un petit cérémonie, c'était au petit-déj, et quand tu as, comment dire, tu as supprimé ton application d'email professionnel sur ton téléphone. Il y a les choses comme ça que vous devez faire qui symbolisent en fait le fin Fermeture. d'un Mm. boulot. Mm. Et il faut rester un peu de temps. Parce qu'en fait, je dis toujours que la magie arrive dans le silence. C'est la même chose en coaching, en fait. Oui, on peut parler, mais c'est quand on prend en pause que les idées arrivent, euh, on processe qu'est-ce qui s'est passé. C'est mon Ouais, avis, non, non, moi. non, parce qu'en fait, je réfléchis à ce que tu disais. En fait, c'est comme un deuil, tout ça. Tu sais, dans ce qui se passe dans ta tête. On en parle souvent, je crois qu'on en a parlé, de la courbe du deuil. Et en fait, c'est comme quand tu perds quelqu'un de proche, quand tu n'as pas décidé Même de perdre chose. ce job, bah, c'est la même chose qui se passe dans ta tête. Tu as le choc, et puis après la sidération, et puis peu à peu, il faut arriver à l'acceptation et moving on. Alors, chez certaines personnes, ça va très vite. Chez d'autres, c'est plus compliqué, plus long, mais effectivement, il faut essayer d'avoir ces moments et effectivement, je me souviens très bien que nous avons fait cette cérémonie de couper le truc. Jeanne était trop sympa parce qu'effectivement, j'avais fini fin 2015 chez Yahoo, pareil, un plan social, etc., la même. Et Jane m'a dit, viens, on va au Cap, j'ai des billets première classe. J'ai dit, OK, let's go. Ça me paraissait une bonne transition, mais littéralement, c'est-à-dire que j'étais à Londres, j'ai eu mon dernier meeting. Le lendemain, j'étais dans un avion pour le Cap avec Jane. Voilà, Non, bah, mais c'était le jour même. le Tu as jour même, posé enfin, je ton sais plus, mais laptop, tout ça, dans le bureau à Londres et tu as pris le train pour Heathrow et et on on est a fait un parti. rendez-vous, on Voilà. a pris du champagne et let's go. Et let's go. Je ne dis pas que ça n'a pas été simple derrière, ça n'a pas du tout été simple, mais voilà,
Je vous dis pas à tous de prendre la première classe, l'avion et du champagne, mais en tout cas, voilà, il faut couper le truc et démarrer ce processus de deuil avant de se reconstruire. C'est très vrai. Et du coup, ce temps, comment est-ce qu'on doit l'utiliser et à quoi est-ce qu'on doit réfléchir? Ben, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça il faut savoir, avec l'argent, bon, combien de temps ça va durer, en fait. How long do you have? C'est ça. Et, euh, et tu peux commencer à rêver, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on peut faire n'importe quoi maintenant. Et c'est comme, j'ai pensé à Walt Disney à ce moment-là. Il a dit, si vous pouvez les rêver, vous pouvez le faire. C'est ça. Euh, donc, il y a quelques exercices que j'ai fait avec mes clients. Et bon, le premier toujours, c'est de découvrir quelles sont les valeurs et vos ancrages professionnels. Et je fais ça toujours au début parce que, en fait, ça, c'est la fondation. Et ça, c'est la base de création de votre prochain chapitre. Et en fait, les valeurs, en fait, ils définissent ce qui est important pour vous. Et en fait, si on pense des ancrages dans un bateau, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le bateau en place. Et c'est ça qui est important pour le... Il ne faut pas paniquer. On découvre qu'est-ce qui sont les valeurs et vos ancrages professionnels d'abord. Et après, quand vous avez des opportunités, on dit en look back à ça. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce que ça va avec ou non? Je dis toujours, je pense qu'Audrey sera d'accord avec moi, il faut pas, parce que tu as peur de la situation, il faut pas fuir une situation et prendre le premier truc qui te rassure, il faut courir vers un nouveau job. Et Ouais. parfois, tu es tellement dans le stress de tout ce que tu as dit, de plus avoir de place dans le cercle social, de machin, si tu as encore un peu de temps, il vaut mieux, enfin Audrey, toi tu connais ça mieux que moi, tu le vois tous les jours, mais il faut vraiment courir vers un nouveau poste et pas s'auto-convaincre que ça va être génial, alors que par exemple, les personnes que tu as rencontrées ou l'entreprise va en clash avec toutes tes valeurs, tu vois, là c'est Je suis probablement... d'accord avec toi pour le coup. Alors, c'est vrai que ça, c'est surtout si on est encore en poste et qu'on a le temps, pour le coup, de choisir un nouveau poste, c'est encore plus Ouais. confortable parce que quand on est bien ou on sent qu'un jour on sera un peu moins bien et qu'on a l'opportunité de regarder ailleurs quand tout va à peu près bien, pour le coup, c'est mieux. On est quand même en effet dans un état d'esprit un peu plus positif pour le coup et on ne fuit pas une situation. Il est vrai que là, on parle avec toi, Jane, de situations où on n'a pas choisi du coup et on se fait licencier. Donc là, plus compliqué et en général, peut-être on a un petit peu moins de temps et on est dans un état d'esprit qui peut être un peu moins positif. Mais je pense que à la fois ce que tu nous dis, Jane, et à la fois ce que tu dis, Pierre, de courir vers une opportunité, faut essayer de rester malgré tout en effet positif et au contraire, c'est une super opportunité parce que ça peut être aussi une possibilité de faire autre chose qu'on n'avait pas prévu, j'imagine. Ouais, exactement Euh, ça. Merci Jane pour tout ce que tu nous dis, c'est très précieux et surtout très sincère et on adore les histoires et les histoires de vie comme la tienne. Je vais me permettre d'interrompre un tout petit moment, mais un moment très précieux puisque aujourd'hui, enfin aujourd'hui et c'est surtout maintenant, je vais laisser la parole à Lindia pour sa chronique et qui va encore une fois nous parler de neurosciences. Non-verbal, ce que le cerveau perçoit avant les mots, eh bien, on pense souvent que ce sont les mots qui convainquent, alors qu'en réalité, le cerveau commence par croire le corps ou pas. Avant même que vous ayez terminé votre première phrase, le cerveau de votre auditoire a déjà analysé votre posture, votre regard, votre respiration, votre voix et votre cohérence globale. Ce verdict, il est sans appel et c'est je te crois ou il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, le cerveau lit le non-verbal plus vite que le verbal. Et ça, c'est important parce que les neurosciences nous donnent une information très précieuse, je trouve. Moi, j'ai beau le répéter depuis des années, mais c'est important quelquefois de juste replacer les choses au regard de la science.
Le cerveau humain, il est programmé pour détecter les signaux non verbaux en priorité. Alors pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, le corps a été plus fiable que les mots. Les neurosciences montrent que le cerveau émotionnel, il capte les signaux corporels en quelques millisecondes, bien avant que le cerveau rationnel n'analyse le contenu. C'est pour cela que vous pouvez écouter quelqu'un et sentir instinctivement qu'il est stressé, mal à l'aise ou pas totalement aligné, même si pourtant il dit les bons mots. Alors, on peut prendre comme exemple un dirigeant extrêmement compétent sur le fond. Son discours, il est clair, il est structuré, il est stratégique. Mais son corps, lui, raconte autre chose. Il a les épaules remontées, une respiration haute, un regard fuyant, une voix légèrement serrée. Résultat, les équipes doutent. Alors, pas du contenu, mais de l'assurance. Donc, dans ce cas, quand j'interviens avec ce type de personne, je travaille un seul point, c'est la cohérence corps-intention. Le jour où son corps se pose, sa parole a pris de la hauteur, les mots pourtant n'ont pas changé, mais la crédibilité si. Deuxième exemple, puisque je sais qu'Audrey adore ça, j'en rajoute toujours des exemples. Une autre situation très fréquente, c'est une directrice juridique, on va rester dans le contexte juridique, une directrice juridique brillante. Elle est assise en bout de table avec un dos légèrement courbé, avec une voix plutôt basse et peu de regard. Donc le message envoyé au cerveau du groupe, c'est je prends pas totalement ma place. Donc dans ce cas, on ne travaille pas sur le discours, on va travailler sur l'ancrage, sur la verticalité, sur le regard et sur la respiration. À la réunion suivante, elle dit la même chose, mais son corps, lui, dit je suis là, je suis présente. Et tout le monde l'entend. Donc, comme on vient de le voir, le cerveau cherche de la cohérence, mais pas la perfection. Le cerveau humain, il ne cherche pas un orateur parfait, il cherche un orateur qui est cohérent. Quand les mots disent je suis confiant, mais que le corps dit je suis tendu, le cerveau choisit toujours le corps. C'est ce qu'on appelle une dissonance non verbale. Et je vois que Jane acquiesce. Et cette dissonance, elle crée évidemment de la méfiance, souvent inconsciente d'ailleurs. Très important, la voix. La voix, c'est un signal neuroscientifique majeur, Pierre. La voix est un élément central du non-verbal. Le cerveau, lui, analyse le débit, il analyse les silences, les variations, les profondeurs de la voix. Une voix trop rapide, on entend du stress. Une voix trop plate, c'est de l'ennui. Une voix trop basse, retenue, c'est de la prudence, du retrait. Une voix posée, rythmée, c'est de la sécurité. C'est pour cela qu'en coaching, on travaille, enfin en tout cas moi, je travaille autant la respiration que les mots. Donc les 4 piliers du non-verbal, Pierre. Voici ce que nous enseignent les neurosciences. L'ancrage, pied au sol, cerveau rassuré, la verticalité, un dos droit, les épaules relâchées, une autorité calme. Le regard, évidemment, regarder avant de parler, c'est ça qui crée du lien. Et puis la respiration, bien entendu, puisque une respiration lente, c'est une voix stable et c'est un message crédible. Ce sont des micro-ajustements, tout ce qu'on vient de dire, mais leur impact, lui, est énorme. Alors, ce que les neurosciences nous disent clairement, le corps parle avant la bouche, le non-verbal précède le verbal, la crédibilité, elle naît de cet alignement. C'est pour cela que travailler la prise de parole uniquement sur le contenu, évidemment, est totalement insuffisant. La vraie question n'est pas est-ce que j'ai dit les bons mots, mais est-ce que mon corps raconte la même histoire que mes mots? Conclusion, avant même de convaincre, vous devez rassurer. Avant d'argumenter, vous devez être lisible. Et cette visibilité, cette lisibilité, elle passe par le corps. Un dirigeant aligné corporellement, il apaise les équipes, il renforce la confiance, il crédibilise les décisions et il incarne son leadership. La parole commence dans le corps toujours. Merci beaucoup, Lindia, pour cette chronique
toujours très concrètes et plein de bons conseils, de bon sens et qu'il est toujours bon de rappeler. Donc merci encore, Lindia. Avec Euh, plein d'exemples concrets pour Comme te j'adore. plaire, Merci. Audrey. J'en suis Ils vont ravie. Merci changer la beaucoup. position. Il est temps de revenir à toi, Jane, pour la suite de l'interview et je laisse la parole à notre cher Pierre Landy. Ben, ok, donc on a fait son deuil, on a tout lâché, on a pris l'avion première classe, on a bu du champagne, ok, mais on a bien compris ce qu'il fallait faire, tous les steps. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite, Jane? Non, mais ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Attends, si vous voulez trouver un emploi, il faut définir votre marché, en fait. Donc, je demande 4 questions à mes clients. Donc, première chose, c'est le secteur d'activité. Donc, est-ce que vous voulez être dans hospitalité ou aviation, quoi d'autre, FMCG, par exemple. Suite, la taille. Donc, à British Airways, il y avait 40 000 employés. Donc, c'est énorme. Et à Léon, quand j'ai quitté British Airways, je dis, OK, non, je ne veux plus une organisation comme ça. Je voudrais travailler avec une organisation qui est plus petite. Donc, à Léon, il y avait environ 1000. Donc, ça change vraiment. Important, c'est localisation. Donc, et maintenant, j'ajoute la question des hybrides. Donc, c'est vraiment un truc en Angleterre en ce moment, au Royaume-Uni, c'est hybride. Donc, je dois passer comme un jour dans le bureau, comme un jour chez moi. Mon mari, par exemple, il travaille 100% à la maison. Donc, combien ça peut marcher? Qu'est-ce que vous préférez comme, comme rythme? Et aussi, la plus importante, c'est le culture de l'organisation. Donc, à British Airways, avec 40 000 personnes, on prend une décision et ça prend 6 mois pour en fait deliver qu'est-ce qu'on a décidé. Mais à Léance, c'est vraiment différent. Avec 1000 personnes, on prend une décision et en 3 semaines, c'est dans les restos. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Il faut penser de ça avant, parce que sinon, tu vas gagner du temps, tu ne vas pas passer le temps en chercher n'importe quoi ici, par là. Euh, et, et aussi, est-ce que vous voulez, comme moi, est-ce que vous voulez faire un changement radical? Donc, à British Airways, avec 40 000 personnes partout dans le monde, à Léon, à un petit euh, organisation. On dit petit, 1000 personnes. Euh, Parce que, en fait, maintenant, vous êtes le produit et vous devez vous vendre. Et en fait, il faut penser que un poste vacant, ça c'est un problème. Et vous pensez comme la solution à ce problème. Donc, et maintenant, c'est un peu, c'est un changement en fait. Et comment vous pouvez être la solution à un problème? Et qu'est-ce que what do you bring to the party, on dit C'est en souvent ce que anglais. tu dis, Audrey, d'ailleurs. Exactement. Savoir Ah, se c'est vendre ça? et tout à fait. Ouais, je suis tellement en phase avec ce que tu dis, Jane. Vraiment. Ouais, ah, heureusement. Alors, Heureusement, ouais. C'est mieux. Oh, ben ça et serait drôle que vous vous on, battiez là sur le podcast, mais malheureusement, je vois Audrey acquiescer. on a une chasseuse de tête terrifiante avec nous qui connaît ça par cœur, évidemment. Alors, à partir du moment, Jane, où on a fait cette analyse, où on s'est posé ces vraies questions, comment on se vend? Qu'est-ce que tu peux nous donner, toi, comme conseil? Ouais, en fait, c'est de réfléchir que qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez contribué à l'entreprise. On dit en anglais, c'est les achievements. Et moi, je pense avec les verbes réduire, amorilier, je peux jamais dire ça en français, amorilier, réduire, saved. Et qu'est-ce que vous avez fait pour l'entreprise? Et il faut, comment on dit, construire un database des Donc, comment vous achievements. avez fait pour réduire, améliorer, fait toutes les économies et mis en place une base de données, une base de connaissances pour l'entreprise, en fait? Ouais, c'est ça. Et c'est difficile pour les gens qui viennent des ressources humaines et j'imagine pour les juridiques aussi. Mais je dis toujours d'appuyer les chiffres à chaque truc. Et les gens de ressources humaines, ils disent, oh, je ne peux pas, c'est difficile. Oui, mais il y a toujours un chiffre que vous pouvez ajouter.
des fois, où mes clients disent, mais je ne sais pas si c'était 10% ou 15%. Je dis, mais pick one. Parce qu'on ne va jamais vérifier le chiffre, mais en fait, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce chiffre. Donc, so don't get too, comment dire, too hung up about it. Mais c'est tout ça, c'est comment dire en anglais, c'est le collateral material. C'est ça que vous vendez en fait. Et vous devez avoir ça pour construire un CV, un Ouais, c'est profil tout le LinkedIn. package d'informations dont tu disposes à propos de toi, les chiffres, même s'ils ne sont pas totalement hyper précis, mais en gros, ce que tu as mis en place, c'est tout ce package d'outils à ta disposition qui vont permettre de construire après le reste, ton CV, etc. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, il faut penser OK, bon, il y a les projets que j'ai fait chez British Airways, que oui, j'ai fait des énormément, euh, comment on dit, des économies pour l'entreprise, mais j'ai détesté chaque moment de travailler dans ce projet. Donc, il faut, et ça, on dit, ça vous dit quelque chose aussi, que je ne veux pas faire des projets comme ça encore toujours avec des syndicats, normalement. Mais pour moi, comment dire, c'est évident que je ne veux pas travailler dans un endroit où il y a des syndicats. Donc, so, comment dire, Oui, c'est comme ça, évident. maintenant tu le sais. Maintenant, tu sais. Ce que tu dis est Et, vraiment très important, Jen, pardon, je t'interromps un instant, mais sur le fait de dire en effet, voilà ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai aimé faire, et aussi ce que je n'aime pas faire. Et c'est aussi ouais, en fait un cheminement extrêmement important de savoir verbaliser ce qu'on n'a pas aimé faire et ce qu'on n'a plus envie de faire. Et ça, on avance énormément. Enfin, je le vois en entretien avec les personnes que je rencontre, même sur des postes de directeur. Il y en a qui me disent, voilà, j'adore faire telle et telle chose. Par contre, ça, j'ai plus envie. Voilà. Et ouais. quand on a le choix de mettre ça en avant, d'expliquer ce qu'on n'a plus envie de faire, c'est déjà très précieux et une étape très importante qui a été franchie. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est l'opportunité de faire quelque chose, de construire une vie qui te fait plaisir, en fait. Et on ne veut pas faire la même chose qu'on déteste, en fait. Et pour moi, il y a, en fait, il y a une partie de ressources humaines qui est stratégique, il y a une partie qui est, on dit transactionnelle, dans les choses qui tournent comme ça. C'est pas moi de tout. Pour moi, c'est les choses stratégiques, le leadership, le coaching. Et donc, ça, c'est important, les choses euh, transactional, mais c'est pas à moi de tout. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et en fait, on peut construire votre CV, votre profil LinkedIn, et vous pouvez parler de vos contacts, de tout ça. Bon, je ne parle pas des choses que je ne veux pas faire, je parle des choses que je veux faire et que je peux faire. Ouais, c'est ça. Ok. On a déjà pas mal parlé du réseau aussi, et moi je vais forcément conseiller de contacter des chasseurs de tête. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Jane? En fait, j'ai eu beaucoup d'expérience avec des chasseurs de tête. Il y a des gens qui sont géniaux et les gens qui sont pas géniaux. Moi, je, Et c'est intéressant dès qu'on a un boulot. Et quand j'étais Head of Talent, il y a toujours tous les chasseurs de tête qui voulaient travailler avec moi. Et quand je n'avais pas un emploi, ils ne voulaient pas. C'est, Mais c'est pour ça, il y a des bons et des mauvais, mais après, il On y a, n'oublie pas, on ouais, n'oublie sur pas. sur le marché juridique en France, il y a Audrey Deléris et son équipe, et puis il y a les autres. Voilà. Merci Pierre. c'est ça, hein, c'est ça. Mais en fait, c'est une bonne idée, en fait, mais ce que j'ai appris, c'est on peut, il faut les parler dès qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire. Dès qu'on sait, dans les quatre questions de culture, euh, comment dire, culture organisationnelle, l'occasion, taille, secteur, tout ça, il faut avoir les réponses de toutes ces questions et il faut avoir le database de tout ce que vous avez fait. Dès que vous avez, dès que vous avez ça, vous pouvez parler avec des chasseurs de tête. Ça, c'est plus facile pour eux. Ah, oh, mais qu'est-ce que tu penses, Audrey?
Je Qu'est-ce suis qui d'accord marche? avec toi. Maintenant, je nuance un petit peu, donc aussi. C'est-à-dire que nous, on sert aussi à conseiller les personnes euh, qui ont un projet qui n'est pas totalement défini aussi dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont des pistes de réflexion comme tu le disais très justement, il faut quand même réfléchir évidemment à un secteur d'activité, à une taille d'entreprise, à des projets qui nous plaisent, qui nous plaisent pas. C'est vrai que les gens qui disent bah, tout m'intéresse, toute taille d'entreprise, management ou pas, tout m'intéresse, moi je trouve ça un peu suspect et ça manque de précision clairement. Maintenant, il y a Ouais, aussi des personnes qui hésitent un petit peu, ils disent voilà, moi il y a tel projet qui m'intéresse, il y a aussi ça, et ils me demandent mon avis. Et ça, c'est bien aussi d'affiner en fait le projet avec un chasseur de tête, ou plusieurs. Moi, je cache pas, même si Pierre, ce que tu as dit est extrêmement gentil et j'espère un peu vrai quand même avec mon équipe. En tout cas, on essaie de faire le meilleur travail possible avec mon équipe chez Fed Legal. Maintenant, il y a aussi d'autres chasseurs qui sont très bien à leur job aussi, qui sont aussi très bons conseils. Et j'encourage moi aussi les personnes à aller voir aussi d'autres personnes parce que ça permet aussi d'affiner un projet avec l'avis de différentes personnes qui connaissent le marché de différents prismes et ça permet de définir un projet, et d'affiner. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais il faut pas pour autant se bloquer sur un projet et il faut continuer à l'affiner avec nous. On sert à ça aussi en tout cas, à tester En un peu le fait, marché sur ce qui se passe et ce qui est possible. si j'ai ouais. bonne mémoire aussi, Audrey, tu as cité plusieurs fois dans des chroniques des exemples de gens qui arrivent avec une idée, que ce soit côté employeur ou côté salarié, avec des idées assez claires de ce qu'ils voulaient faire ou de ce qu'ils cherchaient. Et en fait, bah, parfois, le rôle du chasseur de tête, ça a été de faire comprendre à l'un et à l'autre, pour telle et telle raison, que ça Mm. pourrait fonctionner. Tu as eu des super succès, si je me rappelle bien. On en a parlé assez souvent. Oui, bah, je veux bien citer un exemple que j'adore et on connaît la personne commune parce qu'on a même fait une intervention ensemble, tous les trois, Pierre, avec une directrice juridique qui venait me voir avec l'idée en tête de passer de gros cabinets anglo-saxons dans un grand groupe du CAC 40. Et je lui proposais un poste en start-up et elle a pas, au début, pas très apprécié cette proposition et j'ai senti dans son regard que je n'avais rien compris. Mais j'ai su à ce moment-là, et grâce à elle aussi, hein, écouter les bons mots de ce qui lui avait plu dans son poste et ce qu'elle voulait absolument trouver. Elle voulait l'autonomie, elle voulait de l'implication, elle voulait un projet différent, elle voulait apprendre. Et je lui ai proposé je lui ai proposé pardon, ce projet en start-up de créer le poste de responsable juridique à partir de rien. Donc on était très très loin du cabinet anglo-saxon très structuré, on était très très loin de l'autre piste qu'elle avait en parallèle dans un groupe du CAC 40. Si je parle aussi avec grand sourire, c'est qu'elle a choisi mon client. Elle est encore en poste aujourd'hui et elle a élargi son périmètre de directrice juridique, puisqu'elle a été promue. Elle est passée aussi DRH et en charge de la RSE. Voilà, donc si vous écoutez l'émission depuis longtemps, ce que j'espère, chers auditeurs, si fidèles, du coup, vous saurez évidemment de qui on parle avec Pierre. Mais on est là aussi, en tout cas, les chasseurs, pour aussi essayer de proposer des choses. Il faut aussi rester à l'écoute d'opportunités un peu différentes que celles auxquelles on avait pensé au départ. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jane? Parce qu'on va passer à la chronique de Pierre, mais tu as tellement de choses à nous dire. Est-ce que tu veux compléter peut-être sur cette partie-là? Mais non, je crois que tu as raison. En fait, je pense des gens immobiliers. En fait, on a une idée d'une maison qu'on veut, ou c'est un appart ou une maison, ou whatever, ou dans cet endroit. Et il y a les gens qui disent, bon, ouais, peut-être on dit un joker d'une maison. Et bon, c'est ça la maison que te fait plaisir, qu'on achète. Ouais, c'est ça, il faut travailler avec. Exactement. Ouais, Merci, Jane. ouais, ouais. Tu restes avec nous, bien entendu. On fait juste une autre courte pause, mais une pause où vous allez rester évidemment pour écouter Ouais, ah Pierre oui. Landy. Voilà, donc que ce soit Jane, Lydia et nos auditeurs, restez évidemment là. Ce n'est pas une Promis. publicité, c'est une magnifique chronique qui nous attend, celle de Pierre Landy. We do. Bon alors, écoutez, installez-vous confortablement. On plonge aujourd'hui dans l'œil du cyclone, la gestion de crise. Alors vous imaginez la scène, vous peaufinez tranquillement vos petits contrats, quand soudain tous les téléphones explosent, l'email aussi, les notifications sur les réseaux sociaux défilent plus vite qu'un générique d'un film Marvel, les journalistes campent déjà devant le siège social, c'est la panique totale. Il y a une crise.
votre direction vous regarde comme si vous déteniez la solution miracle, tandis que l'équipe de communication prépare déjà un communiqué plein d'émotions à diffuser sur toutes les chaînes info. Voilà, bienvenue dans l'arène des relations publiques, un monde où l'image et le droit s'affrontent souvent dans un duel digne d'un épisode de Succession pour ceux qui connaissent la référence. Donc on va voir aujourd'hui ensemble comment on peut gérer cette crise et surtout comment vous pouvez aider en tant que juriste à sauver la réputation de votre organisation. Alors, le premier grand classique qu'on va rencontrer dans ce genre de situation, c'est le choc des cultures. D'un côté, vous avez le réflexe juridique pur, on se tait, on verrouille tout, c'est la stratégie du bunker. Nous ne commentons pas les procédures en cours et souvent la préconisation numéro 1 de la direction juridique. De l'autre côté complètement, vous avez la com qui veut tout dire tout de suite pour rassurer. Il faut tout expliquer, être transparent, il faut rassurer, rassurer. Et alors, dans ce chaos, votre rôle consiste à sortir de votre posture habituelle pour devenir un partenaire stratégique, un conseiller de confiance, boum, je le recase, un trusted advisor. Donc, quand le feu prend, votre mission ne se limite pas, Dieu merci, à réciter le droit. Vos dirigeants se moquent dans ce moment-là précis de savoir si un article obscur du Code civil est respecté à la lettre. Ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous limitiez la casse. On parle de damage control, c'est-à-dire vous allez évaluer les risques avec une vision, s'il vous plaît, à 360 degrés. Rappelez-vous que le risque médiatique, la perte de confiance, la chute des ventes, ça frappe souvent bien plus fort et bien plus vite qu'une amende administrative dans 3 ans. Donc, vous travaillez sur la validation du message. Et c'est très important. Donc, la com, elle a besoin d'une histoire qui touche les gens, mais vous allez garantir que cette histoire, elle reste tenable et tenable dans le temps. Donc, votre rôle, c'est de proposer des scénarios où vous protégez la réputation, ce dont on a parlé, les ventes, l'image, etc., mais sans vous exposer sur le plan judiciaire. Donc, vous organisez la riposte avec la cellule de crise. Donc, une crise, ça se prépare avec précision. Chaque élément doit être à sa place. Votre service juridique et la com doivent travailler main dans la main. L'alignement, c'est la priorité absolue. La com valide le fond avec vous et vous validez le ton avec eux. Et c'est là qu'intervient la fameuse zone grise. Jusqu'où allez-vous pour répondre à la presse sur un dossier sensible? Qui a le dernier mot quand l'éthique, par exemple, rentre en jeu? Donc, on va prendre un cas concret. Une faille de sécurité majeure, les données de vos utilisateurs sont dans la nature, votre équipe com veut assurer l'entière responsabilité et demander pardon et désolé. Alors vous savez qu'un aveu aussi précoce est un chèque en blanc pour les futures actions de groupe. Vous préférez dire, nous avons identifié un incident et nous menons une enquête. Vous prenez aussi le temps, tranquillement, de vérifier que c'est bien à vous de notifier la CNIL. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La question de l'arbitrage devient alors cruciale. Est-ce que c'est le DG qui tranche selon l'impact boursier? Disposez-vous d'un veto sur les mots faute, non-négligence ou non-respect de l'éthique? En fait, il faut régler ces questions lors d'une simulation. Ça va vous éviter de vous déchirer avec la com devant le comité de direction, alors que les journalistes sont en bas, je vous le rappelle, et attendent une réponse immédiate. Donc, pour conclure, eh bien, restez proactif. N'attendez pas que l'incendie se déclare pour chercher l'extincteur. Mettez en place, et on en a déjà parlé dans Club Sandwich, des simulations. Dans une des précédentes saisons, vous irez chercher sur le site, on avait parlé avec une société qui s'appelle Control Risk de faire, quand vous le pouvez, des simulations de crise. Testez vos réflexes sur des scénarios catastrophes. Et si vous êtes préparé, eh bien, vous allez agir avec méthode au lieu de subir. Donc, en période de tempête, vous n'êtes pas la personne qui dit non, vous êtes celle qui trouve comment dire oui de manière sécurisée. Et c'est cette réactivité qui fait de vous un allié indispensable au CODIR, au DG, et donc ce véritable Trusted Advisor. Merci beaucoup, Pierre, et surtout, tu finis ta chronique avec ton expression préférée, donc Trusted Advisor, donc parfait. La répétition, ma chère Audrey, la répétition, c'est essentiel. C'est Et parfait. d'ailleurs, j'ai appris ça de ma chère Lydia Le Sauvage. Et oui, Pour un pour faire message, on passer un répète. message. Bravo, bravo. Message reçu, Pierre. Alors, on va poursuivre, Audrey. Je Vas-y, t'entends dans l'oreillette. Tout à fait. On va poursuivre, Jane, sur ton interview. Donc, tu nous racontais les personnes que tu accompagnes qui sont licenciées, les étapes qu'elles doivent vivre avec toi, avec ton aide, comment se vendre, faire son CV,
où elles en sont dans leur networking, comment elles se positionnent sur une nouvelle offre. Mais il y a aussi, j'imagine, des personnes qui ne savent pas quoi faire ou qui n'ont peut-être pas envie de retrouver un job tout de suite, qui veulent Ouais. changer de vie sans trop savoir par où commencer. Comment ça se passe dans ces cas-là? Donc, mais ça, c'est là où ça devient amusant, en fait. On peut jouer un peu avec. Et j'ai un autre exercice qui s'appelle Ma journée parfaite, so my perfect day. Et c'est une série de questions qui vous aident à réfléchir le façon que vous aimeriez passer chaque journée. Et donc, les règles, c'est il faut répondre dans la première personne. Il faut être aussi précis possible. Il n'y a aucune restriction. Et donc, il y a des questions comme, par exemple, où habiterez-vous? À quoi ressemble la maison? Que passerez-vous la première partie du journée? Donc, vous allez faire du sport, on prend un café doucement, on fait le yoga sur le deck, euh, autour d'un lac quelque part. Euh, si vous voulez travailler avec les gens, c'est que profite des clients. À quelle heure commencera-vous à travailler? Vous travaillez 5 jours par semaine ou 3 jours seulement? Et en fait, c'est une série de questions et ça vous aide euh, à rêver un peu de qu'est-ce que la vie peut devenir. Et c'est un peu amusant, ça. Et en fait, les gens, surtout les gens qui ont travaillé dans une entreprise pour 20 ans, ils n'ont jamais ils ont jamais répondu aux questions comme ça. Ils n'ont jamais rêvé. C'est, c'est, en fait, et ça, ça fait partie de transition. En fait, c'est la magie qui se passe après le changement. Et c'est ça l'opportunité de répondre aux questions comme ça. Ouais. Dans le meilleur des mondes, C'est ça, c'est pourquoi ça. pas? Mm, Ouais, mm. Pourquoi pas? Bon, ouais. après, on peut tomber de haut aussi. Après avoir rêvé sa vie au bord d'un lac à faire du yoga le matin, tu nous as tous fait rêver là, Jane, mais on vit comment? Et pourquoi pas? On En, devient en- influenceur, Pierre. Ah bah je le suis, hein. en tout cas, merci Jane pour ces précieux conseils. On a tous envie, dès qu'on aura terminé évidemment ce podcast, de rêver à notre journée parfaite. Si on a envie d'aller plus loin, Jane, pour le coup, qui peut t'engager en tant que coach? Parce que tu nous as fait rêver avec la construction d'un projet de vie parfaite pour le coup. Qui t'engage et qui fait appel à toi en tant que coach? En fait, ça dépend. Des fois, si c'est un reclassement professionnel, des fois, c'est des directeurs, directrices de ressources humaines qui disent, OK, bon, s'ils sont des exécutifs, des gens qui sont vraiment seniors dans une organisation, des fois, c'est eux qui font le projet comment on dit, reduction of people. Mm. Donc, c'est comme un cadeau, en fait, le coaching pour eux. Ou c'est des gens qui me contactent direct. En fait, ils me suivent sur LinkedIn, donc je poste beaucoup là-bas. Je fais beaucoup de lives, en fait, un peu comme votre podcast, là, je fais des cours, des programmes, et les gens en fait, ils me suivent pendant des années. Et il y a un moment qui décide, bon, maintenant, je vais travailler avec Jane. J'ai besoin d'aide, en fait. Et c'est des individuels qui viennent vers moi. Et ben, Vraiment merci beaucoup intéressant. Jane en tout cas. Non, mais merci à vous. J'espère Et que surtout, merci de l'avoir fait en français. Je sais qu'on t'a un peu poussé. Franchement, t'as fait pas du tout à t'inquiéter. C'est super. merci. Alors, on avait promis quelque chose au début de Ah ce oui. podcast. Eh bien, Jane et moi, on s'est rencontrés en 1992 à Disneyland Paris. Moi, j'étais très proche à l'époque du Père Noël de Disneyland Paris quand on s'est rencontrés. Et Jane était très proche de la Bonne Marraine de Cendrillon. Ah Voilà, ouais, je connais elle bien, était hein. très très proche de la Bonne Marraine et moi j'étais très très proche du Père Noël et on s'est rencontrés à cette occasion. Je pense que c'est une façon sans trahir la magie de dire les choses, Jane. Ah ouais, mais c'est ça, on est face talent, on dit. Oui, mais on n'a pas le droit de dire des choses pareilles, tu sais bien.
Donc on était très proches de ces personnages. J'ai Voilà. cassé le magique. Voilà, donc ça nous rajeunit pas non plus. Eh ben, merci d'avoir révélé en tout cas la rencontre du coup qui a fait qu'aujourd'hui on a la chance de vous avoir tous les deux sur le plateau. Et merci Jane pour encore une fois ces précieux conseils, ce retour d'expérience très sincère comme on aime. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Legal Club Sandwich. À très vite, à dans 2 semaines. Merci. Au Merci. revoir. Merci à tous. Générique. See the money won't stay.